RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Grande édition d'information sur la télévision du groupe L'Avenir. Bienvenue à toutes et à tous au sommaire de ce journal. Ouverture ce samedi 5 juillet en Angola des Boma of Africa. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, qui représente la RDC dans ses assises en prélude de ce forum, visité les ports de Lobito. Congo, les professionnels des médias étaient dans la rue ce samedi 5 juillet pour exiger la libération sans condition des Paz Miluta, directeur général du magazine Congo Presse. Et vous allez suivre dans ce journal que les chutes des Wagenya Kisangani font l'ombre d'elles-mêmes, abandonnées depuis plusieurs années. La population appelle à la réhabilitation de ces sites de grande importance. Encore une fois, bienvenue à cette édition d'information. Je l'ai dit tantôt, ouverture ce samedi 5 juillet 2025 de la rencontre des Boma of Africa dans la ville de Benguela, en Angola. Déjà en prélude des discussions sur l'intégration africaine dans les cadres de cette organisation, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, et toute la délégation de la République démocratique du Congo ont visité les ports de Lobito qui constituent une voie d'accès à l'océan et qui permet de relier principalement trois pays dont l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie. Le reportage est signé David Fidel Luzolo-Kubanza. En prélude des travaux du forum Boma of Benguela qui s'ouvre en République d'Angola, la délégation de la République démocratique du Congo conduite par le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a visité le port de Lobito qui constitue une voie d'accès à l'océan et qui permet de relier principalement trois pays dont l'Angola, la RDC et la Zambie. Dans la présentation du port, les responsables de son administration ont présenté les différents terminaux du port et sa capacité à fournir un flux de marchandises très remarquable, et ils ont déclaré que le port est toujours en développement et nécessaire des investissements supplémentaires des partenaires africains et du monde. Actuellement, la capacité du port est de 300 000 conteneurs statistiques et 250 000 conteneurs en mouvement. Je suis là en tant que président du Sénat de la République démocratique du Congo et montrer l'engagement pris par nos trois pays avec à leur tête les chefs d'État sur le corridor de Lobito et appuyer toutes les initiatives qui vont dans le sens de la matérialisation de ce corridor de Lobito pour le bien de nos populations, pour les échanges commerciaux d'abord entre nos trois pays mais aussi au niveau de toute l'Afrique, mais surtout pour l'emploi des jeunes. Parce que nous espérons que tous les investissements qui vont venir pour le développement des matières vont permettre de l'emploi pour nos jeunes. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, qui prend part aux discussions sur l'intégration africaine dans le cadre de l'organisation dénommée Boma of Africa, était accompagné au cours de la visite du port de Lobito par Dr Nkosazana Dlamini Zuma, présidente honoraire de la Commission de l'Union africaine.
Et dans 15 jours exactement, les travaux de construction de la voie ferroviaire Kisangani-Ubundu dans la province de la Chopo vont débuter. Pour ce faire, un contrat de partenariat a été signé le vendredi 4 juillet 2025 entre le gouvernement congolais par l'entremise du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et du Désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo de la délégation de la firme sud-coréenne ainsi que celle des Masco Energy, une entreprise congolaise. Les détails dans ces commentaires. Les patrons des transports, voies des communications et des enclavements, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu des assurances pour un début prochain des travaux de la voie ferrée Kisangani-Ubundu au terme d'un contrat de concession signé le vendredi 4 juillet 2025 avec les entreprises partenaires du gouvernement congolais. Ces contrats de concession relatifs à la réhabilitation et à la modernisation du chemin de fer sur les tronçons Kisangani-Ubundu long des 115 km dans la province de la Chopo est donc conclu entre d'une part la République démocratique du Congo et d'autre part un consortium composé de la société sud-coréenne KEK et de l'entreprise congolaise Masco Energy avec l'appui financier de la banque Equity BCDC. Cette signature marque le passage à la phase opérationnelle d'un projet structurant pour désenclaver du nord-est du pays, faisant suite au protocole d'accord signé quelques semaines avant la réhabilitation des tronçons ferroviaires Kisangani, Ubundu et Kindu. Kalemi. Elle s'inscrit dans la vision du gouvernement de la République visant à renforcer l'intégration nationale par la modernisation des infrastructures de transport, comme le précise si bien Madoua Massoudi Gabriel, le numéro 1 des Masco Energy. Nous avions signé le protocole d'accord d'abord, le protocole d'accord pour la réhabilitation et la modernisation du chemin de fer de Kisangani, Ubundu, Kindu, Kalemi. Alors ici, il s'agissait de signer les contrats de concession de la première phase Kisangani, Ubundu, étant donné que les études de faisabilité ont déjà été concluantes. Et aujourd'hui, c'était pour nous permettre à ce que les travaux débutent normalement. À en croire les directeurs généraux des Masco Energy, la durée des travaux est de 36 mois avec pour objectif la livraison complète de cet ouvrage en 2028. Ces projets mobilisent un financement global de 257 millions de dollars américains. Et comme annoncé au sommaire, les chutes de Ouagenia constituent un joyau touristique oublié à Kisangani dans la province de la Chopo. Ces sites touristiques figurent parmi les plus beaux qui compte la République démocratique du Congo, car il met en exergue la richesse du peuple guinéen qui s'adonne à la pêche. Actuellement, cet endroit présente l'image d'un site abandonné et non entretenu. Clarisse Coco Kapala et Christian Maïmona pour les commentaires. Situé à la périphérie de la commune de Kisangani, dans la ville qui porte le même nom, les célèbres chutes Ouagenia ont déjà reçu plusieurs visiteurs de marque, dont l'explorateur anglais Henry Morton Stanley. Aujourd'hui, ces chutes sont devenues l'ombre d'elles-mêmes et n'attirent plus de visiteurs. À la réception du site sont entassées les œuvres d'art fabriquées par les artisans, juste à côté des terrasses qui donnent l'image d'être abandonnées au milieu des herbes sauvages d'une part et de l'autre des chantiers des maisons inachevées, quasiment inhabitées. Tel est le paysage qui frappe à première vue les visiteurs de ce site. C'est un site, comme je viens de dire, de renommée internationale qui reçoit toute catégorie de personnes qui viennent ici. Et sauf que ces derniers temps, on ne reçoit pas vraiment tant de visiteurs suite à ce qu'on connaît tous dans notre pays. Parce qu'on recevait auparavant par semaine au moins les internationaux, si pas beaucoup, au moins 7 à 8 par semaine. Si autrefois les chutes Ouagenia attiraient plusieurs personnalités à l'instar du roi des Belges Baudouin Ier, le président Mobutu, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Il a perdu tout son prestige et tout ce qui faisait sa notoriété. Ça fait longtemps
que notre gouvernement central, qui nous a promis qu'ils viendront réhabiliter notre site. Ça fait longtemps, ça fait l'année qui vient d'écouler. Nous avons reçu le ministre national des pêches, de tourisme, pardon, qui est venu visiter. Nous avons exposé les cas pour réhabiliter les sites. Toujours sur le site Ouagenia, les artistes y vendent des œuvres d'art qui symbolisent les chutes, ce qui constitue un gagne-pain pour ces vendeurs. Ce que vous voyez ici, que je tiens entre mes mains, c'est une œuvre d'art du Sud qui est reconnue partout dans le monde entier. Nous les fabriquons pourquoi? Parce que quand nous avons vu le président les valoriser dans un billet de notre monnaie nationale, nous nous étions inspirés pour immortaliser cette œuvre d'art. Parce que les visiteurs arrivent ici au site, ils voient ce qu'ils peuvent emporter ici. Face à sa dégradation, les autorités politico-administratives ont promis la réhabilitation de ce site touristique afin de lui redonner son image d'antan. C'est une emblème de la République, pas au niveau national mais international. Bon, ce n'est pas abandonné, les autorités sont en train de s'organiser pour réorganiser ça. Le ministre des Terres. Le chute Ouagenia, connu anciennement sous le nom de Stanley Falls, est la 7e et dernière cascade d'une série de 7 cours d'eau qui forment les chutes Boyoma. Et place à cette information, promouvoir des solutions inclusives et durables pour un monde meilleur. C'est sous cet âme que célébrait ce samedi 5 juillet 2025 la journée internationale des coopératives étant des moteurs clés pour atteindre les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies d'ici 2030. Cette organisation mondiale souligne l'impact mondial durable des coopératives, détaille dans ses commentaires de Jean-Sar Mikanda. Célébrer le 5 juillet de chaque année, la journée internationale des coopératives est une occasion unique pour les Nations Unies de mettre en lumière le rôle essentiel des coopératives dans la construction des communautés plus inclusives, résilientes et durables. Sous les thèmes 2025, promouvoir des solutions inclusives et durables pour un monde meilleur, cette journée souligne l'impact mondial des coopératives et met en avant leur contribution au développement durable dans les dimensions sociales, économiques et environnementales, montrant ainsi comment les coopératives sont des moteurs clés pour des objectifs de développement durable des Nations Unies d'ici 2030. Sachez que plus de 12% de la population mondiale fait partie d'une des 3 millions de coopératives recensées à l'échelle de la planète. Les 300 plus grandes coopératives et mutuelles au monde réalisent à elles seules un chiffre d'affaires de 2409,41 milliards de dollars, tout en fournissant les services et les infrastructures dont la société a besoin pour prospérer. Les coopératives emploient 280 millions de personnes dans le monde, soit environ 10% de la population active mondiale. Autre objectif, c'est sensibiliser à l'impact et au potentiel des coopératives à l'échelle mondiale, encourager les gouvernements, les secteurs privés et la société civile à soutenir les initiatives coopératives, présenter les réussites et les innovations des modèles coopératifs, promouvoir les politiques et les pratiques qui permettent aux coopératives de prospérer. Et dans un autre chapitre, crise humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, l'OCHA a rapporté que plus de 2 millions de personnes sont affectées rien qu'autour des Goma et a noté que les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et divers groupes armés non étatiques se sont intensifiés, particulièrement dans les provinces du Nord, Sud Kivu ainsi qu'en Ituri. Depuis l'offensive du M23 à Goma et Bukavu. Les détails dans ce reportage.
La République démocratique du Congo est confrontée à une crise humanitaire majeure à l'Est, particulièrement dans les provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi qu'en Ituri, où les affrontements entre les FARDC et divers groupes armés non étatiques se sont intensifiés. Depuis l'offensive du M23 à Goma et Bukavu, la région connaît une flambée des violences ayant causé des milliers de morts, des blessés et des déplacements massifs. Plus de 2 millions de personnes sont affectées rien qu'autour de Goma. À en croire l'OICHA, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par une forte criminalité dans les grandes agglomérations telles que Goma, Bukavu et Bunia, où des assassinats, cambriolages et lynchages ont été signalés, nonobstant des engagements des pays récents à Doha et Washington. Des affrontements persistants entre groupes armés ont été enregistrés dans des territoires des Fizi, Uvira, Kaleye, Mwenga, Djougou, Irumu, Beni et Lubero. Le personnel des Nations Unies et de ONG internationale a également été la cible d'interpellations, détentions arbitraires et actes de vandalisme, notamment à Goma. Ces incidents compromettent gravement l'accès humanitaire et perturbent la continuité des services essentiels de santé dans les zones touchées. Parmi les points saillants, l'OICHA note 54 nouveaux blessés admis dans les différentes structures sanitaires de la province du Sud Kivu et 19 dans la province du Nord Kivu, l'attaque d'un agent humanitaire d'une ONG Solidarité internationale dans la ville de Bunia, province de l'Ituri, quelques biens des valeurs emportés après qu'il a été blessé par les bandits, au moins 5250 personnes déplacées identifiées dans la zone de santé de Nyakoundé, territoire d'Irumu en Ituri, mais également la réception de 3 kits PEP venus de Goma pour répondre aux besoins de la prise en charge des cas de violences basées sur les genres dans la province du Sud Kivu, précise l'OICHA dans les rapports publiés tout récemment. Et comme annoncé au sommaire, ils étaient dans la rue ce samedi, les forces vives de la ville de Kenge pour exiger la libération immédiate et sans condition du journaliste Paz Miluta, incarcéré à la prison centrale de Kenge. Dans un mémorandum déposé au vice-gouverneur de Kwango, les manifestants dénoncent cette arrestation considérée injuste et arbitraire exécutée par un magistrat du parquet. Reportage et des Pamphile Kayumbu. Les rues de la ville de Kenge ont été noircies ce samedi par une foule immense réclamant la libération immédiate et inconditionnelle du journaliste Paz Miluta du magazine Kwango Press, arrêté et mis en prison. Selon le Conseil provincial de la jeunesse, appuyé par le cadre de concertation provinciale de la société civile, ainsi que le collectif provincial de journalistes, l'emprisonnement de ces jeunes journalistes constitue une atteinte à la liberté de presse. Le seul péché du journaliste aurait été celui d'avoir dénoncé, au terme d'une enquête, des abus du pouvoir d'un magistrat. Le cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango condamne et dénonce avec la plus grande fermeté cette arrestation brutale et barbare qui constitue une atteinte grave à la liberté de la presse. Le cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango exige la libération immédiate et inconditionnelle de Paz Miluta, injustement incarcéré à la prison centrale de Kenge. À la fin de cette marche, un mémorandum a été déposé au vice-gouverneur de province, Willy Bitwisila, qui a insisté sur la nécessité de traiter cette affaire dans le strict respect des procédures judiciaires, tout en soulignant un attachement à la liberté de presse, aux droits humains et à la justice équitable. Démarche saluée par les manifestants qui espèrent un aboutissement heureux de ce dossier. Information en bref, les conseils communaux d'Ingiringiri, nous sommes là dans la capitale congolaise, a saisi l'hôtel des villes de Kinshasa à travers un rapport circonstancié des blocages institutionnels persistants et au dysfonctionnement qu'il qualifie de fautes graves observées dans la gestion de la commune. Il cite entre autres les refus des collaborations institutionnelles, la gestion opaque et unilatérale de la commune, les détournements et usages abusifs du patrimoine communal.
On reste à Kinshasa pour dire que les bulldozers du gouvernement provincial de la ville ont entamé vendredi la démolition des constructions anarchiques sur l'avenue des Trois-Vallées au quartier Macampagne dans la commune d'Ngalema, supervisé par le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Kinshasa. Ces tracteurs ont détruit tous les édifices qui bloquent l'emprise publique sur cette avenue qui relie à son tour les avenues Ngouma et Kasavubu. L'opération lancée par l'hôtel de ville de Kinshasa a comme finalité la récupération de cette emprise publique pour la construction de cette artère qui va connecter les avenues Kasavubu et Ngouma avec comme impact positif la facilitation du trafic entre la commune de Kintambo et celle de Ngaliema. Perpendiculaire à la célèbre avenue Kianza, l'avenue Sefou de la commune de Lemba risque de disparaître de la carte de la ville de Kinshasa. L'état de cette route devient une préoccupation majeure, non seulement pour les usagers et également pour les riverains. Sa dégradation entrave non seulement également la circulation, mais compromet aussi la sécurité des conducteurs. Reportage est signé Tina Masaka. Bien qu'en pleine expansion, la ville de Kinshasa fait aussi face à d'énormes défis en matière d'infrastructure. Les routes de la capitale sont pour la plupart en mauvais état, nids de poules et crevasses par-ci, chaussées défoncées par-là et un peu plus loin, un manque d'entretien avéré et régulier. Ici, nous sommes dans la commune de Lemba, plus précisément sur l'avenue Sefou, reliant ainsi l'avenue Kianza au niveau de la commune d'Engaba. Quelques conducteurs rencontrés à cet endroit interpellent les autorités compétentes afin de désamorcer cette situation. Bon, tout ça, on a Lemba terminus. Vraiment, nous demandons aux autorités de résoudre cette situation parce que nos engins se détruisent à cause de cette route. Et pourtant, nous payons toutes les taxes. La situation a des répercussions sur la circulation dans cette partie de la ville, au nombre de conséquences qui rendent les déplacements quotidiens pénibles pour les habitants de cette entité et ses environs. Autre conséquence de ces délabrements des routes, l'augmentation des accidents avec comme impact négatif le transport difficile des biens et services, ainsi que la hausse des prix des transports en commun. De Super Lemba jusqu'à Bypass, toute la route est dans l'impraticabilité totale. Pour remédier à cet état des choses, il est essentiel que les autorités locales investissent dans la rénovation des infrastructures routières en mettant en place un plan d'entretien durable. Éducation, pour terminer ce journal, la clôture de l'année scolaire 2024-2025 a donné lieu à des scènes de joie et de fierté à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, les complexes scolaires Notre-Dame de la Convadonga, situé au quartier Kingabwa dans la commune délimitée, a marqué ce moment avec éclat entre activités culturelles, proclamations des résultats et remise des prix aux meilleurs élèves. L'établissement a célébré l'excellence et les mérites dans une ambiance festive en présence des parents, d'invités et des figures locales engagées pour l'éducation, comme nous confirme Elvis Ebama dans ce reportage. L'année scolaire 2024-2025 touche à sa fin en République démocratique du Congo. Elle s'est clôturée ce samedi 5 juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, le complexe scolaire Notre-Dame de Convadonga, situé à Kingabwa dans la commune de Limete, n'est pas resté indifférent. La cérémonie de clôture de l'année scolaire a eu lieu en présence des élèves, des parents et de plusieurs invités. Elle était ponctuée par une série d'activités artistiques et éducatives
initiatives telles que des récitations, des poèmes, des prestations culturelles et la proclamation des résultats de fin d'année. Parmi les invités d'honneur figurait Nador Luzitu, président des Kingabwa Awards, qui a saisi l'occasion pour récompenser les 5 meilleurs élèves de chaque classe en leur remettant des cadeaux surprises. Une initiative saluée par le promoteur de l'école, Papin Sala, soulignant que ces actions rentrent dans les cadres d'encourager des efforts fournis par les élèves tout au long de l'année. Je voudrais commencer par remercier votre structure qui s'appelle Kingabwa Award, qui se dédie à reconnaître le travail réalisé par les enfants de Kingabwa et pourquoi pas de Kinshasa en général. L'année académique 2024-2025 qui est en train de s'achever n'a pas été facile. N'a pas été facile pour nous, au complexe scolaire Notre-Dame de Covadonga. Ça a été une année de transition. Ça n'a pas été facile, mais je voudrais par ici remercier tout le personnel, les enseignants, la directrice, le coordonnateur et tout le personnel en général. Ils se sont mis main de la main pour pouvoir donner l'éducation aux enfants. De son côté, Nador Luzitu a circonscrit le contexte de ces différentes descentes dans son quartier de Kingabwa. Nous sommes venus filmer quelques élèves du complexe scolaire Notre-Dame de Covadonga pour leurs efforts et leur réussite, non seulement pour les féliciter, mais aussi pour encourager tous les autres à croire en eux-mêmes et à poursuivre leurs études avec détermination. Vous savez, l'éducation c'est la clé de l'avenir. Et ces enfants sont la relève de demain. En les valorisant dès aujourd'hui, on sème des graines d'ambition, de persévérance et de responsabilité. Avec cette cérémonie haute en couleurs, le complexe scolaire Notre-Dame Covadonga confirme son engagement en faveur d'une éducation de qualité fondée sur la discipline, le mérite et l'éveil culturel. En attendant la rentrée scolaire prochaine, place à des vacances bien méritées pour ces futures élites du pays. Toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo. C'est la fin de cette tranche d'information. Je vous rappelle les principaux titres qui ont marqué ce journal. Ouverture ce samedi 5 juillet en Angola des Boma of Africa. Les présidents du Sénat, Jean-Michel Samalukunde Kenge, qui représente la RDC dans ses assises, a en prélude de ces forums visité les ports des Lobito. Vous l'avez suivi à Kwango, les forces vives étaient dans la rue ce samedi 5 juillet pour exiger la libération des Paz Miluta, directeur général du magazine Kwango Presse. Les chutes des Wagenya à Kisangani font l'ombre d'elles-mêmes. Abandonnées depuis plusieurs années, la population appelle à la réhabilitation de ces sites de grande importance. Complètement fini, ce journal a été réalisé par Michael Chuyoyo Pedi Pereira et coordonné par Elvis Ebama et Christian Maimona. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.